faire le talk en français. Donc pour le coup, 30 secondes pour présenter Alexandre Beslik, donc qui représente aujourd'hui Mantissa Labs, mais il est aussi développeur chez Vente Privée. Merci à tous ceux qui étaient déjà là dans la salle avancée ou qui ont rejoint maintenant. Donc Alexandre va nous parler de comment finalement garder un environnement containerisé et avec de l'orchestration le plus simplement possible. Je vous invite à l'écouter aujourd'hui, ça va être un grand moment. C'est à toi Alexandre. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus, je ne m'attendais pas à autant de monde déjà, donc c'est vraiment cool de votre part. Donc, par contre, ce talk ne va pas être un talk très pratique. Désolé pour ceux qui s'attendaient à avoir quelque chose. Ah oui, ok, il faut que je sois on stage, pardon. Mais je vais prendre ça, ouais. En fait, je vais rester là, au pupitre. Donc, ce talk ne sera pas un talk très pratique, ce sera un talk théorique pour parler un peu de qu'est-ce qui se passe quand vous déployez votre cluster Kubernetes, qu'est-ce qui se passe dans les masters, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un Docker Swarm init si vous utilisez Swarm ou un Docker Service Run. Il y a plein de choses qui se passent en fait. Et pour la bonne raison qu'en fait Docker maintenant c'est comme une base de données distribuée. On stocke des choses dedans et on maintient un état qui est l'état du cluster. On le maintient d'une certaine façon. Il y a une raison pourquoi on le fait. C'est pas gratuit. Ça a un coût en termes de scalabilité. Donc ça ne nous permet pas d'aller dans des zones dans lesquelles on peut avoir 100 000 nœuds. C'est pas possible. On reste entre 0 et 10 000 nœuds en l'occurrence. Mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres moyens de faire de la réplication de données et je vais me concentrer sur ça aujourd'hui. Je vais me concentrer sur comment on fait la réplication de données dans le système d'orchestration. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. C'est pas comment on peut faire tourner des microservices dans le système d'orchestration, mais comment l'orchestrateur tourne et qu'est-ce qu'il fait et comment fonctionne le storage. Et essayer de donner des pistes de solutions pour répondre à cette problématique, qui est très importante parce qu'en fait, il y a des problématiques de fiabilité qui sont extrêmement importantes. Personne ne va être réveillé à 2 h du matin pour entendre que le zookeeper est down. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Donc je vais commencer un petit peu par me présenter, parce que je pense que pas beaucoup de monde me connaissent ici. Donc je suis ingénieur chez Vente Privée. Et la raison du pourquoi je le mentionne, c'est parce que en fait, à Vente Privée, on utilise quasiment un peu tous les systèmes d'orchestration. Donc on n'utilise pas que Kubernetes. Et c'est pour dire qu'en fait, c'est un exemple parfait de... Il n'y a pas une seule solution pour l'orchestration. En fait, on choisit le système qui fait le job pour une tâche donnée. Et à Vente Privée, il y a la team infrastructure qui utilise Swarm Mode parce que c'est simple pour eux à déployer. Ils n'ont pas à passer par tout le déploiement de Kubernetes qui est quand même très compliqué. Ensuite, il y a la team Front-End qui utilise Nomad parce qu'en fait, c'est bien intégré avec Consul, Vault et Terraform, qui sont des tools qu'ils utilisent très régulièrement. Et toutes les teams back-end utilisent Kubernetes, parce qu'en fait, c'est bien intégré, il y a un écosystème qui est monstre sur Kubernetes, et c'est intégré avec Linkerd, avec Envoy, l'écosystème est juste huge, quoi. Et ça permet vraiment de fit tous les use cases possibles et imaginables. Donc chacun de ces tools a une particularité et permet de faire quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser. Donc je vous invite à tous les tester, en fait. Pas simplement sauter, par exemple, sur Kubernetes, mais tester un système qui va fit votre use case, qui va permettre de faire en sorte que votre infrastructure tourne et elle tourne bien sans potentiellement rencontrer certains problèmes que l'on rencontre sur des gros systèmes d'orchestration comme Kubernetes. Et avant ça, donc, j'étais chez Docker dans la Core Engine Team et je bossais sur Swarm. En fait, c'est un peu la base de ce talk. En fait, c'est qu'est-ce que j'ai fait à Docker, pourquoi on a développé ce data store distribué et pourquoi je pense personnellement qu'en fait on pourrait changer cette façon de répliquer les données et avoir quelque chose de beaucoup plus fiable. Donc ouais, j'étais maintenant sur Swarm, SwarmKit, Docker principalement. Et en ce moment, je bosse sur ce projet d'orchestrateur qui s'appelle Mantissa, qui est un orchestrateur codé en Rust. Et le but, c'est d'intégrer en fait ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans le talk. C'est pas quelque chose qui est open source aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais sur mon temps perso, donc c'est quelque chose qui va sûrement être open sourcé à la fin de l'année ou l'année prochaine quand j'ai le temps. Mais c'est proposer en fait une alternative. Mon but, c'est pas d'avoir quelque chose de commercial forcément, c'est de proposer une alternative au système d'orchestration actuel et de faire avancer un peu l'écosystème. S'il y a potentiellement des choses qui peuvent être prises de ce système d'orchestration et d'intégrer ensuite finalement à Kubernetes, ça pourrait être quelque chose de vraiment, vraiment pas mal. Donc un petit summary en fait de l'état courant des systèmes d'orchestration. Donc en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec 2 grosses catégories, on va dire.
la catégorie des orchestrateurs entre 1 et 10 000 nœuds, et la catégorie entre 10 et 100 000 nœuds. Bon, malheureusement, on ne bosse pas à Google, on n'a pas tellement accès à la partie entre 10 et 100 000 nœuds. C'est un peu un mystère pour nous, mais en vérité, en fait, les systèmes entre 1 et 10 000 nœuds répliquent fortement l'architecture de Borg. C'est juste que Borg est optimisé à mort pour le cas spécifique de Google, mais tous les projets open source essaient de répliquer un petit peu ce que fait Borg. Seulement, je pense qu'il manque deux catégories. La première catégorie, c'est un peu la catégorie du futur. C'est la catégorie qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après 100 000 nœuds? Bon, il y a la solution de faire de la fédération. Donc, en fait, on prend plusieurs Borg ou plusieurs Kubernetes, on les met les uns à côté des autres, et on se retrouve avec un système encore plus compliqué, au final. Parce qu'en fait, pour faire la fédération, en fait, on va faire tourner un etcd au-dessus des etcd, on fait tourner un consensus au-dessus d'un consensus, et quand on veut faire de la fédération, bah voilà, en fait, on ne règle pas le problème, au final. En fait, on fait que de l'accentuer et de l'aggraver. Mais cette catégorie, en fait, ce n'est pas celle qui m'intéresse le plus, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de clusters qui ont plus de 100 000 nœuds. Enfin, je veux dire, dans les compagnies, vous venez de boîtes peut-être moyennes ou même plus grosses, on n'a pas beaucoup de clusters de plus de 100 000 nœuds, à part chez Google ou dans des grosses boîtes comme Microsoft qui font tourner des clouds. La catégorie qui m'intéresse le plus, c'est la catégorie entre 1 et 50 nœuds. C'est les petits clusters, et on n'a pas forcément besoin d'avoir un système d'orchestration qui soit aussi complexe à déployer et aussi complexe à utiliser que ce qu'on a aujourd'hui avec même Docker Swarm Mode qui est très simple à déployer. Pour moi, il y a toujours des composants qui sont assez complexes à gérer, comme les managers, qui sont très importants. Et si ces managers tombent, le cluster, en fait, on ne peut plus scheduler de tâches. Les tâches continuent de tourner dessus, parce qu'on ne veut pas que les tâches tombent, forcément. On a déployé des conteneurs, on veut qu'ils restent. Mais on ne peut plus en déployer de nouveaux, parce qu'en fait, le data store est bloqué. On ne peut plus écrire dedans, parce qu'on a perdu une majorité, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver une solution simple pour les gens qui veulent faire tourner des petits clusters. Et on n'a pas ça aujourd'hui, vraiment. Même avec Docker Swarm Mode, on a toujours des problèmes. Même avec Nomad, on a toujours des problèmes qui sont relatifs à comment on stocke les données du cluster. Je vais bien sûr revenir dessus, et c'est tout l'objet de ce talk. Aussi, j'ai l'impression qu'on peut apprendre beaucoup d'autres domaines. Par exemple, ceux qui se souviennent du grid computing, qui était un terme assez ancien, en fait, qui est un peu le précurseur du cloud. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre du grid computing, des réseaux de capteurs, par exemple, qui sont... La recherche autour des réseaux de capteurs est extrêmement intéressante parce qu'en fait, on a des agents qui sont autonomes et qui découvrent leurs neighbors, en fait, leurs voisins, et qui essaient de communiquer avec leurs voisins et de faire des choses avec leurs voisins de manière optimisée, même du scheduling de tasks. Et il n'y a pas d'autorité centrale pour le faire. Si je reprends le parallèle avec... vous avez tous vu la présentation ce matin avec les magnifiques joueurs qui étaient là pour nous jouer leur musique. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin d'un master pour le faire. On a vu que sans le master, elle pouvait très bien se débrouiller parce que c'était un petit groupe. Après, bien sûr, si vous voulez scaler sur plusieurs centaines de milliers de nœuds ou plusieurs milliers de nœuds, il faut une autorité centrale. Mais en fait, on peut la subdiviser, cette autorité centrale. Et les réseaux de capteurs sont un thème de recherche qui est très intéressant à intégrer peut-être dans les systèmes d'orchestration. Et il y a aussi beaucoup de choses dans les topologies des réseaux. Comme je l'ai expliqué, la topologie est assez figée dans les systèmes d'orchestration. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de la topologie des réseaux qui pourraient être intéressantes pour avoir des systèmes qui sont beaucoup plus flexibles et qui s'adaptent dynamiquement, en fait. Qui s'adaptent dynamiquement, en gros. Donc ça, c'est l'organisation actuelle de Kubernetes avec le HA, avec le High Availability, c'est-à-dire plusieurs masters avec plusieurs masters, en fait. Donc si un master tombe, il y a un autre master qui se fait élire et le système continue de tourner. Il y a plusieurs problème qu'on peut piquer sur cette organisation. Enfin, ça tourne en production, ça marche très bien, soit. Mais en fait, il y a plein d'erreurs qui peuvent apparaître de manière individuelle sur ce schéma. Donc on peut avoir la majorité des etcd, qui est le store distribué pour stocker les métadonnées du cluster Kubernetes, comme les namespaces, comme les conteneurs, les pods qui tournent, etc. On peut avoir une majorité qui tombe. Dans ce cas-là, le cluster est plus disponible, on ne peut plus faire tourner d'autres conteneurs, parce que Kubernetes doit contacter le store etcd pour stocker les informations du cluster. On peut non seulement avoir des nœuds etcd qui tombent, on peut juste avoir des partitions, en fait. On peut juste avoir des problèmes de réseau, des messages qui se perdent. On peut avoir par exemple des messages qui se perdent entre le leader et le follower pour les heartbeats, pour dire je suis leader, je suis leader, je suis leader. Les messages tombent. Et en fait, il y a des réélections qui se produisent toutes les minutes, peut-être. En fait, on perd le cluster 10 secondes, peut-être, toutes les minutes. Parce qu'en fait, il y a des problèmes sur le réseau et les messages se perdent. On peut avoir une partition entre les leaders et les masters Kubernetes. On peut avoir une partition entre une partie des nœuds, un peu du LB, un etcd, enfin bref, on peut avoir tout et n'importe quoi qui se passe. Le network n'est pas fiable, pas du tout fiable dans ce cas-là. On déploie des systèmes d'orchestration en pensant que le network est fiable et que ça va rester tourné pendant des années, mais ce n'est pas le cas du tout. Vous allez tomber sur cette erreur-là et vous allez tomber sur un cluster etcd qui tombe, sur des masters qui tombent, etc.
Un autre problème aussi, par exemple, c'est comment on fait des upgrades sur ça. Genre, faut faire des rolling upgrades sur le TCD, faire des rolling upgrades sur les masters, faire des rolling upgrades sur les workers, et c'est super compliqué à mettre en place. La rolling upgrade peut fail, et en l'occurrence, on doit faire un downgrade et on doit rollback. C'est très simple quand on utilise GKE ou EKS ou des systèmes qui sont managés, mais quand on doit le faire nous-mêmes, là par contre, c'est une toute autre histoire en fait. Il y a l'histoire de la communication sécurisée. Il faut bien sûr que les nœuds communiquent de manière sécure avec le master communique de manière sécure avec le TCD, les TCD communiquent entre eux de manière sécure, donc on doit setup tous les certificats, toute l'autorité de certification pour tous ces nœuds. C'est pas super facile non plus. Bref, il y a tout un tas de problèmes qui peuvent arriver sur ce cluster. Bien sûr, il y a aussi le problème de la scalabilité. On peut ajouter plein de nœuds en fait, mais on ne peut pas ajouter autant de masters qu'on veut. Si on ajoute plus de masters, en fait, on va ralentir le système à cause du data store distribué. Parce que le data store distribué demande à ce que tous les masters se mettent d'accord entre eux. En l'occurrence, les masters sur Kubernetes, c'est les etcd, c'est ceux qui maintiennent le state. On ne peut pas rajouter, par exemple, on ne peut pas mettre 15 nœuds etcd. Si on met 15 nœuds etcd, le cluster va être vraiment, vraiment lent, quoi. Parce que toutes les actions qu'on fait sur ce cluster vont requérir que 15 nœuds se mettent d'accord sur une valeur. On peut rajouter autant de workers qu'on veut, mais en fait, avec les heartbeats, ça va aussi poser problème, parce que plus on a de nodes, plus ça va taper dans les masters, et plus on aura de heartbeats et de messages à recevoir sur les masters, à gérer, à traiter, à mettre en place du rate limiting, des stratégies intelligentes pour pouvoir atteindre les 10 000 nœuds. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup de problèmes avec Kubernetes. Au départ, par exemple, ça ne pouvait pas scaler après 1000 nœuds, en fait. Il a fallu plein d'optimisations sur etcd, sur le store distribué, pour permettre de scaler sur les quantités de clusters qu'on voit maintenant, avec des 5000 nœuds sur Kubernetes ou même 10 000. Mais au début, ce n'était pas une mince affaire. Donc ça, c'est un autre exemple qui est Swarm, Nomad. Ils ont une architecture à peu près similaire, sauf pour leur scheduler. Nomad a un scheduler vraiment beaucoup plus sophistiqué que tous les autres orchestrateurs. Mais c'est à peu près à quoi ça ressemble. C'est un peu plus simplifié, on n'a pas forcément de load balancer pour les agents. Les agents se connectent à n'importe quel manager et ensuite, en fait, ils sont redispatchés et on essaie de les spread de manière équivalente sur chacun des managers pour ne pas avoir une charge trop élevée sur un manager. Mais il y a le même problème au final. Enfin, l'organisation est simplifiée, mais c'est juste de l'user experience en fait. On a simplifié avec Docker Swarm Init, Docker Swarm Join et des commandes, mais on a caché toute la complexité derrière, en gros. C'est juste de l'UX. Comme Docker, on a simplifié la complexité de LXC au tout début. On a fait exactement la même chose pour Docker Swarm Mode, mais la complexité est toujours là. On a toujours un distributed RAV store qui est intégré dans les managers et qui peut poser énormément de problèmes. En l'occurrence, quand il y a des partitions, quand on perd une majorité des managers, on ne peut pas scaler autant de managers et rajouter autant de managers qu'on veut, etc. Donc, quel que soit le système d'orchestration actuel, Mesos, Kubernetes, Nomad, Swarm, on retombe sur le même problème qui est que faire de ce store distribué. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution plus efficace pour essayer de scaler sur des quantités astronomiques ou alors permettre à des gens simplement de déployer leur cluster de manière simple sur des tout petits clusters. Une petite question. Je ne vous dis pas à quoi correspondent ces schémas et quel est le terme exact, mais à votre avis, à quoi correspond le système d'orchestration que je vous ai détaillé aujourd'hui? Donc levez la main si vous pensez que c'est le premier schéma, sur la gauche. Ok. Levez la main si vous pensez que c'est celui au centre. Et levez la main si vous pensez que c'est le schéma tout à droite. Ok. Donc il y a une ou deux personnes qui ont actuellement potentiellement raison. À mon avis, en fait, c'est le premier schéma. En fait, on a l'impression on parle de système distribué quand on parle des orchestrateurs. En fait, ils sont très centralisés. On a un nœud de machine qui s'occupe de gérer tout l'état d'un cluster de 10 000 nœuds. Peu importe qu'il soit 3, 5, 10, mais c'est quand même un centre et c'est quand même un point de failure central. Ce n'est pas un système décentralisé. Le système décentralisé, c'est la fédération. Quand on utilise la fédération Kubernetes, c'est décentralisé. Et complètement distribué, c'est du peer-to-peer. C'est tous les systèmes qu'on connaît de l'académie ou comme Napster, Kademlia et les choses du genre qui utilisent des distributed hash tables, des tables de hash distribuées. C'est une catégorie complètement différente de systèmes. En fait, les systèmes d'orchestration, même si on fait tourner des systèmes distribués par-dessus, ils sont très centralisés. Et le but, c'est d'essayer de trouver, est-ce qu'on ne peut pas le rendre plus fiable? Parce que là, on a quand même le corps qui sont les managers. Si on les perd, s'ils sont lents, si quoi que ce soit se passe sur ces managers qui est fichi et qui va mal se passer, on va perdre la totalité du cluster. On ne va pas perdre la totalité du cluster dans le sens où les conteneurs vont continuer à tourner, ceux qui ont déjà été déployés, mais on ne pourra plus en déployer. Donc si vous avez l'automatisation la nuit qui vous déploie des tâches de monitoring sur votre orchestrateur, ou une grosse pipeline de CI/CD qui fait des trucs dans la nuit,
et bah, c'est fini. Vous n'y aurez pas accès, vous allez devoir régler le problème avec l'orchestrateur en premier, et ensuite continuer vos tâches. Donc oui, le premier schéma, c'est un schéma qui est centralisé, le deuxième décentralisé, le troisième distribué. Et on correspond bien à la première catégorie en réalité pour les orchestrateurs. Et ouais, c'est ce qu'on appelle en fait multi-agent modèle. C'est système multi-agent. En fait, on utilise la première catégorie qui est la catégorie simple. On a un client qui se connecte à un master et qui ensuite communique avec des agents. Vous le trouverez sous différents termes, soit manager, follower, primary worker ou master slave dans la littérature. Et après, on a des modèles en arbre qui sont en réalité le système décentralisé qu'on a vu dans le deuxième schéma et les modèles complètement distribués avec des graphes et des mèches. Donc, en gros, tout le but de ce talk, c'est de dire comment se débarrasser de cette centralisation, en fait. On veut une topologie qui soit construite de manière dynamique, mais aussi optimisée. On veut que les liens entre les nœuds soient les plus efficaces possibles quand on va répliquer de la donnée ou quand, par exemple, des nœuds vont juste communiquer avec un autre nœud pour scheduler une tâche. On veut une grosse connectivité entre les nœuds pour éviter les partitions. En fait, plus on a de liens, et après on peut couper un peu n'importe où dans la topologie, en fait, on va toujours se retrouver avec une route pour router nos messages de scheduling, de scheduling de tasks et pour stocker de la donnée. On va être tolérant à des départs et des arrivées de nœuds qui sont assez fréquents. Et on veut s'adapter dynamiquement. En fait, ce que je vous ai écrit, c'est le système peer-to-peer, en réalité. C'est exactement ça, quoi. Sauf qu'on veut utiliser d'autres structures de données, d'autres trucs qui sont apparus dans la recherche assez récemment, qui nous permettent de faire ça de manière beaucoup plus simple qu'à l'époque, ce que je vais présenter. Donc là, je vais zoomer en fait sur les managers. En gros, ça s'appelle la consistance forte, qui est garantie par un algorithme qu'on appelle le consensus, ou Raft, Paxos, dans d'autres termes, si vous avez déjà entendu parler, si vous avez déployé un cluster Kubernetes de Raft ou de Paxos. Et en l'occurrence, le TCD utilise Raft. Et on ne s'est pas embêté en fait à Docker quand on devait faire un data store distribué pour designer Swarmo. On en a pris la librairie Raft de TCD, on l'a extrait. Elle était déjà en fait plus ou moins extraite, on l'a utilisée pour Docker. On a créé un data store grâce à la lib que TCD utilise. Et je vais décrire ce mécanisme-là en fait. Ça va nous permettre de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut changer ça. Donc pourquoi on a besoin du consensus? En fait, on a besoin de faire en sorte qu'un ensemble de machines ait l'air d'une seule machine. Parce qu'on est des développeurs et c'est dur de développer sur des machines en distribué. Nous, on a bien développé sur nos machines perso, sur nos laptops. Il n'y a pas de surprise. On sait qu'on va dire à notre machine de faire quelque chose, elle va le faire. Mais dans un environnement distribué, ça ne se passe pas comme ça. Quand on dit à un environnement distribué de faire quelque chose, il peut y avoir plein de scénarios possibles à cause du réseau, à cause des latences, à cause des partitions, etc. Donc, comment faire pour stocker des données de manière consistante quand des nœuds sont distribués sur un gros réseau? Et comment on en vient à se dire, OK, c'est la bonne valeur. On va répliquer cette valeur dans cet ordre-là. Comme ça, quoi qu'il se passe sur le réseau, si on perd des machines, on pourra rejouer tous les événements dans le même ordre. Donc, c'est une autre vue, en fait, de ce qui se passe réellement. C'est qu'on a un pool de managers, de nœuds qui s'appellent les managers, et qui, un terme technique, c'est le quorum, vont répliquer des valeurs entre elles. À chaque fois qu'elles vont recevoir des tâches des clients, en disant Docker Service Run par exemple, elles vont stocker cette valeur et la répliquer de manière consistante en disant cette valeur, elle existe sur les 3 nœuds, elle existe à tel index, on sait qu'elle va être jouée à tel moment. Mais ce pool de managers manage une flotte qui est énorme de nœuds. Et en fait, on va zoomer sur cette partie-là, on va zoomer sur les managers, on va voir ce qu'il se passe dedans. Donc, je reviens sur la salle d'avant, en fait, c'est les nœuds en bleu. En fait, un nœud peut avoir 3 états. Il peut être follower, candidate ou leader. On va faire un scénario nominal. En fait, tous les nœuds commencent en follower. Donc, ils commencent avec un timer, en fait. Ils sont tous en follower, ils n'ont pas un heartbeat du leader en disant il y a un leader dans le cluster et on sait à qui communiquer les nouvelles données. On va faire tourner un randomized timer et dire celui qui arrive à la fin de ce timer va devenir candidate et spread ses votes à tous les autres membres du quorum. Donc là, on voit que le premier nœud, en fait, c'est celui qui arrive le premier à la fin du randomized timer. Donc il va se mettre à l'état candidate, il va voter pour lui-même en disant moi je veux être leader, parce qu'il n'y a pas de leader dans le cluster actuellement, donc je vais être leader, et j'envoie des vote requests à tous les autres nœuds.
Les autres nœuds répondent en disant, bon, bah ok, t'es leader, on accepte, on n'est pas arrivé à la fin de notre timer, donc bon, on ne peut pas faire grand-chose et on va voter pour toi. Donc un des nœuds va finir leader et les autres deux vont finir follower. Et c'est à partir de ce moment que peut commencer le processus de réplication de log, de réplication des données. Donc on a un client, imaginez que le set x3 en fait c'est un Docker service run qui va stocker je ne sais quelle donnée, mais pour faire simple en fait c'est juste une valeur x qui est à nul ou 0 sur tous les nœuds. Et il y a un client qui nous dit bah, set x à 3. Donc le leader enregistre l'action, c'est pas commité encore, l'action n'est pas effective. Mais le leader va prendre ça en compte et ensuite il va demander aux followers de répliquer cette donnée aussi. Il va leur envoyer un message qui s'appelle append entry et qui va leur dire bah, écoutez, prenez en compte cette donnée, c'est pas encore commité en fait, je ne vous donne pas la confirmation que c'est commité, mais ça vient à tel ordre et je suis sûr que la donnée, si vous la répliquez, moi de mon côté, ce sera consistant avec ce que j'ai dans mes logs. Donc ensuite les followers répondent avec un acknowledgement. Et le leader répond, en gros, le leader a commité avec l'acknowledgement et il va ensuite dire aux followers, c'est bon, je l'ai commité, c'est bon, vous pouvez y aller, vous aussi vous pouvez faire la même chose. Et les followers vont le faire et vont aussi commiter dans le même ordre la bonne donnée qui est 7 à 3, donc x maintenant égale à 3 sur tous les nœuds. Mais c'est une sorte de danse en fait. Un client demande quelque chose à un set de managers, ensuite il y a des messages qui s'échangent. Pour qu'ils puissent se mettre d'accord et dire la valeur est à 3. Donc, pourquoi ne pas utiliser la consistance forte? Cette grosse danse de messages, en fait, elle a un coût. Il y a une latence qui est assez significative, en fait, et il y a des coûts sur la disponibilité. Bien sûr, les managers sont des nœuds comme les autres, ils ont des ressources CPU, RAM, et ils peuvent avoir leurs ressources qui tombent en panne, enfin, je veux dire, il n'y a plus de CPU, il n'y a plus de RAM, il y a un process qui a leak et qui a pris toutes les ressources du manager. Et dans ce cas-là, en fait, on aura des réponses complètement farfelues et qui vont prendre un très gros temps. Et c'est aussi super dur à implémenter, en fait. On s'est rendu compte que tous les systèmes qui implémentent des algorithmes comme Paxos ou Raft avaient des erreurs dedans. En fait, ils ne garantissaient pas exactement l'ordre qu'on voulait garantir. Et c'est un système qui s'appelle Jepsen, vous avez peut-être dû entendre parler. C'est c'est le monstre en fait. Toutes les bases de données veulent pas que son système soit testé par Jepsen parce qu'en fait, il casse absolument tout. Toutes les bases de données distribuées, en fait, il les casse toutes. Et il trouve des erreurs dedans, et il trouve des scénarios possibles où les données ne vont pas apparaître dans le même ordre, dans chacun des managers. Donc, on veut utiliser quelque chose d'autre. On veut essayer de voir s'il n'y a pas une alternative pour répliquer les données. Et donc, je vais vous présenter maintenant un type de données qui s'appelle les CRDT. Peut-être aussi que vous en avez entendu parler. C'est pour Conflict Free Replicated Data Types. Et ce que ça nous garantit, c'est les types de données comme des compteurs, des sets ou des maps. Ça nous garantit que c'est commutatif et convergent. En gros, en d'autres mots, on s'en fout de l'ordre. On s'en fout dans quel ordre c'est répliqué. Les messages peuvent le recevoir même plusieurs fois. Ils vont juste les ignorer. Et à la fin, tous vont converger sur la même valeur. C'est répliqué de manière épidémique avec des algorithmes de gossip. Donc, je te dis une valeur, tu vas dire la valeur à ton voisin, le voisin va dire la valeur à un autre voisin, etc. Et grâce à ça, en fait, il n'y a absolument pas besoin de rôle, il n'y a plus besoin de leader, il n'y a plus besoin de follower, il n'y a plus besoin de rien, en fait. Les agents sont complètement autonomes. Et grâce aux garanties mathématiques des CRDT, en fait, on est garanti qu'à la fin, l'état va converger et tous les nœuds auront la même valeur. Et on n'a bien sûr plus besoin d'un ordre total des opérations. Donc, comment ça marche en pratique? Donc, je vais vous présenter le même exemple d'un compteur distribué. On a des actions qui viennent sur chacun des nœuds. Il n'y a plus de rôle prédéfini. Les agents sont complètement autonomes. On a le nœud bleu qui va recevoir une action qui est ajoute 3, le nœud rouge ajoute 2 et le nœud vert ajoute 5. Donc, ils vont tous appliquer l'action localement. Donc, ils vont tous avoir leur state qui est à la valeur prédéfinie. Et ils vont ajouter l'action dans une queue en disant cette action, je dois l'envoyer à tous les autres nœuds, par gossip. Donc, le nœud bleu va répliquer ça et va envoyer cette donnée au nœud rouge et au nœud vert, qui vont ajouter bien cette valeur, donc add 3 sur chacun des autres nœuds. La même chose se produit avec le nœud rouge. Donc voilà, on a maintenant le nœud vert est à 10, le nœud rouge est à 5, le nœud bleu est à 5. Et à la fin, le nœud vert réplique la même opération en disant je veux ajouter 5. Et pouf, comme par magie, tout le monde a la même donnée. Ok, bon. C'est un peu trop magique. Donc, qu'est-ce qui peut se passer en fait? Il y a plein de problèmes qui peuvent se produire. En fait.
C'est pas aussi magique qu'on peut l'espérer. Voilà, en fait, ça peut vous péter à la figure. Mais en gros, là, ce que j'ai décrit, c'est un mécanisme de consistance éventuelle. Je vais passer cette slide parce que je suis sûr que ça va être super distrayant. Je vais revenir à l'ancienne. Donc, en fait, ce que j'ai décrit, c'est un mécanisme de consistance éventuelle. Tous les nœuds, au bout d'un certain temps, vont voir les mêmes valeurs, mais l'ordre n'est pas du tout garanti, en fait. Et à chaque instant T, en fait, les valeurs peuvent être différentes. Mais ouais, le pire des cas, c'est qu'en fait, là, je vous ai écrit le cas d'un compteur. Donc, le compteur, on ne voit pas, en fait. Ça converge, c'est une même valeur, mais quand c'est des sets, quand c'est des maps, quand c'est des structures de données beaucoup plus complexes avec ces propriétés-là, on peut tomber avec des ordres qui sont complètement farfelus et avoir quelque chose qui n'a pas forcément de sens. Donc voilà, qu'est-ce qui peut mal se passer? Donc, je vais vous décrire un scénario nominal. C'est juste un cas d'usage bidon d'une messagerie qui tourne sur de la consistance éventuelle. Et vous allez prier pour que Facebook ne soit pas de la consistance éventuelle. Donc c'est Marjorie, Logan, Victor et Cathy qui ont une conversation. Bref. Donc Marjorie dit « Hey folks, are you all up for the party ?» Genre, est-ce que vous êtes prêts pour la fête? Le message est répliqué à tout le monde. Ensuite, Victor répond « Yes ». Le message est aussi répliqué à tout le monde. Et ensuite, il y a Logan qui dit « Mais la partie, elle n'a pas été annulée. Genre, j'ai l'impression qu'elle a été annulée, en fait. » Le message est répliqué. Et il y a Cathy qui répond à la fin « Non, pas du tout, la partie a bien lieu. » Voilà, donc ça, c'est le scénario parfait que je vous ai décrit avant avec le compteur distribué qui fait ses réplications de manière magique. Mais ça ne se passe jamais comme ça, en réalité. Il y a des messages qui peuvent être in-flight, il y a des partitions qui peuvent se produire, et on peut avoir un ordre qui n'est pas garanti. C'est ce scénario-là. Donc Marjorie qui dit bon, bah, est-ce que vous êtes prêts pour la partie? Donc bon, les messages sont répliqués de la même manière. Victor qui dit oui. Et là, le problème, c'est que le message est répliqué chez Logan et Cathy, mais il est toujours in-flight pour Marjorie. Donc bon, ça continue. Il y a Logan qui dit mais la partie n'a pas été annulée. Le message est répliqué à Victor et Cathy, mais de la même manière, le message est toujours in-flight pour Marjorie qui ne l'a pas reçu. Et Cathy qui dit non, absolument pas. Mais ce message, il est répliqué avant tous les autres. En fait, elle va penser que Cathy n'est pas prête pour la partie et qu'il y a un truc qui ne va pas, en fait. Et ensuite, il y a le message de Logan qui arrive, mais la partie n'a pas été annulée. Ensuite, il y a Victor qui répond, mais oui, la partie a été annulée, il n'y a plus de partie, en fait. C'est fini, il n'y a plus de fête, quoi. Et vous avez perdu une amie parce qu'en fait, elle ne va pas venir à votre partie. Et elle va penser que vous l'avez exclue, quoi. Donc bon, il y a des sortes de mea culpa comme ça qui peuvent se produire si une messagerie était éventuellement consistante. Et heureusement, ça l'est pas. Enfin, ça l'est dans certains cas, mais en fait, on utilise des mécanismes spécifiques pour faire en sorte de garantir en fait qu'on a un bon ordre à la fin, quoi. C'est pour ça qu'en fait, la consistance éventuelle n'est pas suffisante. Il nous faut une garantie en plus. Et pour ça, on a besoin de la consistance qui s'appelle la consistance causale. On veut maintenir la causalité entre les événements. Genre causation, causality, bref. On veut maintenir le fait que les événements se sont produits parce que d'autres événements se sont produits avant, ce qui est plutôt logique. Donc, au-dessus de ce mécanisme de consistance éventuelle, on ajoute des mécanismes de consistance causale qui vont permettre de maintenir cet état de causalité entre les événements. C'est-à-dire que, j'ai oublié son nom, mais Marjorie n'aurait pas pu voir le message « yes » arriver à la fin de tous les autres messages, en fait. Ça aurait dû attendre, mettre les autres dans une queue, et ensuite dépiler quand le message « yes » arrive. Et on le fait avec des horloges vectorielles, des horloges de Lamport, qui maintiennent en fait l'état des processus à chaque instant, et en fait ils vont incrémenter des compteurs quand ils reçoivent des messages, quand ils envoient des messages, et ça va maintenir en fait cette relation de causalité. Et en gros, si on reçoit un événement d'un processus mais qu'on n'a pas la dépendance, ça va quand même nous garantir qu'on a un bon ordre à la fin parce qu'on peut le reconstruire cet ordre. Et on peut détecter les violations de cet ordre. Donc, un exemple de la consistance causale, mais en fait, une fois que Marjorie aura reçu mais la partie n'a pas été annulée et non absolument pas, ces messages en fait ils sont dans une queue, mis à part, en attendant de dépiler, et ensuite quand le message de Victor arrive finalement, on dépile et on reconstruit le bon ordre. Et ça me donne un résultat cohérent pour l'utilisateur qui est là et qui manipule ce système. Donc là, j'utilise un exemple de messagerie, mais c'est pareil pour les conteneurs en fait. Je ne voulais pas rentrer trop dans le détail et dire utiliser un exemple de conteneur qui aurait pu ne pas être super évident, mais pour les conteneurs, ça marche exactement pareil. Si je crée un network en premier qui s'appelle foo, et ensuite je crée un conteneur avec le -- network qui lie ce conteneur à ce network, tout ça sur deux machines séparées, il y a potentiellement une machine qui pourra voir
le conteneur schedulé et qui tourne sur une machine et répliqué, le state répliqué, mais le network n'apparaît pas en fait dans le state. En fait, on a lié un conteneur à un network qui n'existe pas dans le state actuel d'un nœud, qui sont des agents autonomes. Et ça pose problème parce qu'en fait, en termes d'UX, la personne va faire bah attends, mon network est attaché à foo et quand je fais un Docker network ls, il n'est pas là. C'est un peu bizarre quand même. Donc, où est-ce qu'on doit placer le curseur? On sait que la consistance forte a des problématiques en termes de scaling, a des problématiques en termes de maintenance, mais la consistance éventuelle, c'est le bordel, quoi. On ne peut pas faire grand-chose avec. Ou alors, en fait, il faut vraiment créer de la logique spécifique dans l'application qui va gérer ces conflits, qui va permettre de faire de la réconciliation d'état. En fait, il faudrait qu'on essaie de trouver quelque chose un peu entre les deux. Et je l'ai défini, en fait, c'est la consistance causale. En réalité, il y a 10 000 types de consistance. J'en décris que 4 ici, mais il y en a 15 000. Il y a un papier, je ne me rappelle plus, c'est une Survey of Consistency Guarantee, machin. Il y a un graphe, il est juste gigantesque, ça part dans tous les sens, et en fait, ça donne envie de ne plus faire de système distribué, limite. C'est pour dire qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer dans un système distribué que ça fait mal à la tête. Mais en gros, les plus importants, bon, la consistance éventuelle, c'est, enfin pour répéter, je vais résumer un peu toutes les consistances possibles, mais la consistance éventuelle, c'est une consistance faible. C'est la plus faible de toutes les consistances. Et ça se focus sur, en fait, répliquer les données de manière rapide, sans forcément avoir un état qui soit fort à la fin, en fait, qui soit strong comme le strong consistency. Mais, donc, toutes les updates sont éventuellement observées par tous les acteurs du système. À un instant T, tous les acteurs du système peuvent ne potentiellement pas avoir la même donnée. Et s'il y a des inconsistances, en fait, on doit les régler nous-mêmes dans l'application via la logique, en disant bah, si ceci s'est passé, un message, je l'ai reçu avant un autre, bah, je fais ça, sinon je fais ça. En fait, c'est une liste de if infinie, quoi. Donc c'est super dur à faire. Et il n'y a pas beaucoup de latence sur les messages, c'est super efficace, mais l'expérience utilisateur peut être naze, quoi. Ensuite, on a le Strong Eventual Consistency. Ça, c'est quand on inclut les CRDT, donc les types de données que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, c'est un peu plus fort que la consistance éventuelle parce que ça garantit que l'état sera exactement le même à la fin sans forcément avoir des algorithmes de réconciliation. Parce que en fait, la réconciliation, elle est inclue dans le type de données. Automatiquement, en fait, les données, quand on les dissémine via Gossip, il y aura juste une fonction merge qui va prendre l'état et le merger de manière transparente, sans avoir d'algorithme de réconciliation. Et ça se fait via plusieurs types de données, en fait, ce qu'on appelle les last write wins. En fait, le dernier qui a écrit la donnée, c'est celui qui gagne, en général. Et c'est celui qui va donc merger son state à tous les autres nœuds. Donc, il n'y a pas beaucoup de latence, mais en gros, les CRDT, il y a un inconvénient, c'est que, en gros, le state, il va grossir sur chaque nœud. Sur chacun des agents, on va voir tout l'état du cluster et ça va grossir de manière linéaire, quoi. Et à chaque fois, on doit envoyer tout cet état, ce qui est absolument pas faisable, quoi. On doit envoyer tout l'état possible de tout un set. Par exemple, tous les conteneurs qui tournent, on doit envoyer tous les conteneurs qui tournent à un autre nœud pour faire la différence, pour faire un diff dessus. Donc, c'est absolument pas faisable, quoi. Mais pour ça, bien sûr, on a des optimisations qui est le delta state. En fait, on envoie juste le delta. On envoie juste une partie de ce qui a changé, ce dont on est intéressé, et on n'envoie pas tout le state à chaque message, quoi, ce qui n'est pas du tout efficace en termes de complexité réseau. Si on veut éviter la complexité des systèmes centralisés, il faut aussi qu'on trouve des manières efficaces de répliquer la donnée et de ne pas tout répliquer tout en même temps, quoi. Et ensuite, on a la consistance causale qui est un peu plus au-dessus. En fait, il y a la consistance la plus forte en dessous de la consistance forte. C'est celle-là qui nous intéresse en réalité. Celle qui a une latence faible, qui est résistante aux partitions, comme les deux modèles en dessous, avec une donnée qui est toujours disponible. L'expérience utilisateur n'est pas super mauvaise, parce qu'en fait, on attend que toutes les données soient là, on les met en queue si seulement il y a des événements causals qui n'ont pas été reçus. Et on a toujours cette gestion des conflits, des merges, qui est faite par les CRDT, qui est super efficace et convenient parce que ça permet de ne pas avoir de la logique supplémentaire dans notre application, d'avoir des trucs super compliqués dans le système d'orchestration à gérer. Et celle du dessus, c'est la plus forte, c'est la plus simple, celle qui est la plus simple pour nous à comprendre parce que un set de machines fonctionne comme un gros cluster de machines. Enfin, un gros cluster de machines va fonctionner comme une seule machine. Donc ça va être facile pour nous, c'est qu'on va développer un système distribué comme si on développait sur une machine unique. Donc là, vous vous posez la question, mais qui utilise ça en fait? Probablement personne en fait. Mais
Mais en fait, oui, il y a plein de bases de données. Je ne cite même pas, mais RIAC est une base de données qui utilise les CRDT, qui propose des mécanismes de CRDT. Mais il y a plein de systèmes qui sont issus de la recherche, plein de systèmes qui sont issus de l'industrie, comme Cosmos DB. Et ce qui est super intéressant, c'est pas tellement qu'en fait, ils vont choisir une partie ou une autre. Ils vont pas choisir seulement consistance éventuelle, consistance forte. Mais c'est réglable, en fait. C'est des bases de données, on peut régler la consistance par rapport au workload et par rapport au cas d'usage. Donc on n'est pas bloqué indéfiniment sur un choix technique et sur un choix particulier. Donc Cosmos DB, c'est le cas. Antidote DB, s'il y a des gens qui ont assisté à DotScale, il y a Marc Shapiro, qui est le co-auteur des papiers sur les CRDT, qui l'a présenté. Et ouais, c'est cette chose-là, en fait. On n'a pas besoin de choisir et de s'enfermer sur un modèle de consistance fort, mais on peut choisir, en fait, où placer le curseur, de manière dynamique. Donc là, je vais finir le talk avec juste un autre aspect, qui est complètement un peu en dehors, en fait. Mais bon, c'est l'aspect safety, plutôt. Et ouais, bon, il y a des mauvaises choses qui peuvent se passer sur un orchestrateur, en fait. Tu peux avoir plein de trucs, tu peux avoir des crashs, des paniques. Là, je parlais que des partitions et des événements réseau, mais en fait, il peut y avoir plein d'autres choses. Les memory leaks, des data races et des partitions. Si vous cherchez data race et memory leaks sur Kubernetes, Swarm et Nomad, fermez les yeux, quoi, parce qu'il y en a plein. Mais le problème, c'est le tooling, c'est les langages de programmation, c'est les garanties que nous offrent ces langages qui sont importantes. Et en l'occurrence, Go nous permet de créer des problèmes de manière très simple, mais il n'a pas forcément des mécanismes de détection de data race qui sont state of the art et qui permettent d'empêcher le build s'il y a des data race. Les data race, les paniques, c'est une conséquence des data race. Quand il y a des data race, en général, ça déclenche les paniques, quoi. Après, c'est le flow ouvert à tout, quoi. Donc en fait, il y a un gros travail à faire, à mon avis, pour redesigner les systèmes d'orchestration autour de tools et autour de langages qui permettent de faire des choses plus safe. Je pense à Rust, par exemple, parce que j'ai mentionné que je faisais mon système d'orchestration avec Rust, mais je pense que Rust est intéressant parce qu'en fait, le projet ne compile juste pas s'il y a des data race. Ça permet d'éviter toute une catégorie d'erreurs sur les systèmes d'orchestration et de headache, en fait, sur ce qui peut se passer, des crashs en production, etc. Grâce au langage, c'est le langage qui permet ça. Je pense aussi, il y a beaucoup de gens dans l'industrie qui utilisent la vérification formelle pour tester, en fait, qu'un algorithme est correct. Et on ne le fait pas beaucoup, en fait, sur les systèmes d'orchestration actuels. Ce serait bien d'utiliser la vérification formelle, un truc comme TLA+, ou d'autres, pour vérifier que les algorithmes qu'on tourne et qui font tourner les infrastructures du monde entier sont actuellement corrects. Jepsen le fait en partie, mais il y a plein d'autres algorithmes comme le scheduling, etc., qui pourraient être vérifiés formellement et qui permettent de garantir de faire tourner ces orchestrateurs sur, par exemple, des environnements embarqués. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. On fait tourner, par exemple, sur des gros clusters de machines, mais on pourrait faire tourner sur des environnements embarqués en réalité. Donc, pour résumer un petit peu, je pense qu'une manière de se débarrasser, en fait, de cette centralisation, c'est d'écarter les données sur tous les nœuds du cluster, en fait. D'essayer de répartir cet état sur tous les nœuds du cluster. On peut le faire de différentes manières. Il n'y a pas qu'une seule solution. Là, j'en ai présenté une, mais il y a les tables de hash distribuées. Il y en a plein d'autres, en réalité. Et on devrait encourager, en fait, ce que j'appelle local decision making, c'est autoriser les agents à être autonomes et à prendre des décisions par eux-mêmes. Je n'ai pas parlé du scheduling, mais le scheduling, c'est un cas particulier, c'est un cas intéressant. Parce que là, vous vous dites, mais ok, ton state il est distribué, mais comment tu fais le scheduling? Normalement, l'état, il est concentré sur un nœud qui prend ses décisions de scheduling. En fait, chaque nœud pourrait prendre ses propres décisions de scheduling. Les CRDT permettent de répliquer l'état. Chacun a une table de slots, en gros, morpion. On coche les cases en disant, bah, moi, je réserve cette case, moi, je réserve cette case, moi, je réserve cette case. Et chaque peer peut le faire d'une machine à l'autre, en fait. Moi, je peux dire, par exemple, si on est deux nœuds, et je dis, bah, écoute, je vais réserver 2 CPU et 2 gigas de RAM, j'en sais rien, et tu me le fais et je te le demande directement. Et je peux le faire sur plein de nœuds du cluster parce qu'en fait, j'ai l'état de tout le cluster quasiment. Ou j'ai l'état au moins d'un sous-ensemble du cluster pour faire en sorte que ce soit efficient. Je ne suis pas allé trop loin sur la topologie, mais la topologie, on ne veut pas que ce soit tout un gros cluster et tous les nœuds sont liés à tous les autres nœuds. On veut que ce soit des sous-ensembles qui soient bien linkés les uns entre les autres. À mon avis, les propriétés qui sont désirables d'un système d'orchestration, c'est sans coordination, sans leader forcément, et avec un state qui se stabilise au fur et à mesure du temps. Donc ça nous enlève en fait les problèmes des managers qui peuvent tomber et le single point of failure en gros. Un autre truc avec une remarque en fait avec les systèmes de vérification formelle, on n'a pas trop de mécanismes de fail-safe en fait. Le système crash, mais en fait il redémarre par lui-même et il essaie d'avoir un état un peu dégradé en gros, avec une version antérieure ou un truc comme ça, un truc automatique en fait. Et on n'a pas exactement ça quoi. Aujourd'hui l'orchestrateur crash, il crash. On doit le relancer par nous-mêmes, on doit faire des choses par nous-mêmes.
En fait, ce serait bien d'avoir des mécanismes intégrés dans l'orchestrateur qui permettent de faire ça automatiquement. Ça améliorerait grandement la fiabilité. Et à la fin, comme je dis, utiliser des langages et des tools qui permettent de garantir qu'à la fin, on n'aura pas de data race et de leak qui créent des paniques, qui créent des problèmes en production, qui créent des crashs et qui sont vraiment durs à gérer en réalité. Pour nous, ingénieurs qui ont envie de dormir la nuit, quoi. Voilà, merci à vous. En fait, j'ai mis un lien à la fin. C'est tous les papiers de recherche que j'ai lus pour l'année passée, en gros. Il y a tout ce que je vous ai présenté ici, en fait, c'est dans ces papiers de recherche. Et c'est super intéressant à lire. Si vous êtes super curieux, si vous avez envie de les lire, allez-y, parce qu'il y a plein de papiers qui sont vraiment excellents sur les schedulers, sur la topologie, sur les CRDT, etc. Merci à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci Alexandre. Pour le coup, on a 5 minutes pour les questions. Donc si vous avez des questions sur les modèles de... J'en ai vu une là. Il y en a une là. Ah, super. Ouais, allô, super présentation, merci. Petite question, en fait, tu as parlé de Paxos et de Raft, mais tu n'as pas parlé de Zab, le protocole qui est fait par Zookeeper, qui est rock solide. Ouais. Je sais qu'il a des problèmes, mais est-ce que tu peux en dire plus par rapport à pourquoi ça n'a pas été utilisé? Je n'ai pas les spécificités de ce que fait Zab. Je pense que... désolé. Je ne saurais pas dire ce que fait Zab en particulier. Je pense que c'est juste une amélioration de Paxos, certainement, avec je veux dire des changes dans l'algorithme, peut-être, du fine-tuning. Je n'ai pas trop de détails dessus. Mais en fait, le problème, ce n'est pas tellement quel algorithme est utilisé. En fait. Tous ont le même problème, c'est qu'en fait, ça crée une infrastructure qui est centralisée. Et ça crée un single point of failure. C'est ça le vrai problème en réalité. Ce n'est pas tellement les spécificités de l'algorithme. L'algorithme peut être rock solide, mais il peut toujours avoir des problèmes sur le réseau. Il peut toujours y avoir des partitions réseau. C'est des choses qui ne sont pas dépendantes de l'algorithme en lui-même et des machines en eux-mêmes. C'est tout ce qui est extérieur aux machines en fait qui pose un problème. C'est toutes les agressions extérieures en gros. Une autre question? Je vois une main levée. Toutes ces histoires de consensus, j'ai une question qui va peut-être paraître un peu bizarre, mais Non. ça me fait penser du coup, est-ce que l'état du système pourrait pas être géré dans une blockchain avec des systèmes de peer, un consensus type byzantin, et du coup, voilà, on pourrait garder l'état du système. Exactement. Alors en fait, j'ai pas dit blockchain, parce qu'en fait, au début, quand j'ai fait l'état de l'art et quand j'ai regardé un peu les trucs, oui, en l'occurrence, blockchain est une solution, mais blockchain c'est ultra long en réalité. Quand on y réfléchit, c'est ultra long. On demande le consensus sur toutes les machines du cluster. C'est pas faisable. Il faut faire des sous-ensembles et des sous-groupes. Et essayer de diviser. Diviser pour mieux régner, du coup, et essayer d'avoir des sous-groupes qui ont l'état consistant entre eux, mais pas forcément l'état consistant entre les sous-groupes. Un sous-groupe peut ne pas avoir les données d'un autre sous-groupe, on s'en fout, parce qu'il y a un cluster qui est au Japon et un autre cluster qui est aux États-Unis. Donc on s'en fout que les deux aient les mêmes données, parce qu'en général, quand on schedule un conteneur, on le schedule sur une région en particulier et pas sur plusieurs régions séparées. Ça arrive, mais dans ce cas-là, tu peux forcer la convergence des données. Mais en l'occurrence, blockchain, non, c'est beaucoup trop lent pour faire ce genre de choses. Mais c'est une très bonne question, très bonne question. On a encore du temps pour quelques questions. Oui. Bonjour. Comment se différencie ton projet, du coup, Mantissa, par rapport à l'état de l'art? Et puis, deuxième question, est-ce que tes slides sont dispo quelque part? J'essaierai de les mettre en ligne, ouais. Je sais pas, je demanderai aux organisateurs, du coup. En fait, moi, c'est plutôt par hasard en fait, que je me suis intéressé à ce problème d'essayer de simplifier l'infrastructure. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse dans Mantissa, c'est pas tellement le délire de manager et de consensus, etc. C'est plus c'est de faire quelque chose qui prend en compte l'énergie, l'utilisation en énergie du cluster. J'essaie de faire en sorte d'avoir... En fait, en gros, j'ai des capteurs qui sont plugués à mes PC et je mesure l'utilisation en énergie. Et ensuite, je migre des tâches et j'essaie de... ça s'appelle du collocating, en fait. En gros, je vais essayer de shut down des nœuds, ceux qui sont les moins utilisés, essayer de faire du collocating sur 2-3 nœuds en particulier et de sauver de l'énergie comme ça, en fait. C'est essayer de faire en sorte que l'énergie utilisée par le cluster soit la moindre possible. Donc, en fait, c'est ce qui se différencie un peu par rapport aux autres orchestrateurs. Après, il y a des détails techniques comme ceux que je viens d'expliquer maintenant, mais c'est probablement accessoire par rapport à ce que je fais dans ce projet, en fait. Et ça utilise en fait du machine learning, en gros. J'apprends un peu l'utilisation d'énergie qui viennent les données qui viennent des capteurs, j'utilise. C'est des algobètes de régression linéaire et j'essaie de voir où est-ce que je peux bouger les tâches, où est-ce que je peux faire en sorte de grappiller un peu d'énergie, en gros. Une dernière question?
Non, pas de questions. Ah, Si. il y a une- Ah. Donc dans Kubernetes, par exemple, ils ont choisi etcd et il y a une pull request assez ancienne dans laquelle quelqu'un avait proposé de passer par autre chose que etcd. Est-ce que ça serait envisageable de mettre à disposition ce type d'algo plus basé sur du DHT pour le rendre accessible dans d'autres orchestrateurs? Est-ce que ça fait du sens? C'est super dur, il faut changer tout l'orchestrateur en fait. Et c'est ça le problème en gros. Oui, je me rappelle de la PR, en gros ça passait par l'interface que j'ai développée à Docker qui s'appelle libkv. Ça permet d'abstraire en fait les accès à Zookeeper, Consul et etcd. Donc dans la première version de Swarm, déjà soit dit en passant, l'architecture que je vous ai montré de Kubernetes, c'est une anecdote assez marrante, mais c'est exactement la même architecture que la première version de Swarm. En termes d'organisation des nœuds, de comment c'est fait, de la connexion avec etcd, du load balancer, etc. Mais en l'occurrence, je me rappelle de cette pull request, mais c'est impossible, quoi. C'est juste, il faudrait changer vraiment beaucoup de choses dans l'architecture et redesign. Ce serait un Kubernetes 2, quoi, ou un truc du genre. Mais ce serait vraiment très difficile d'utiliser ce genre de type de données parce qu'en fait, comme j'ai dit, en fait, c'est plus centralisé. Les données sont vraiment pushées sur tous les nœuds, en fait, et c'est complètement distribué. Maintenant, la distribution complète des nœuds n'est pas non plus une solution en soi. Je ne dis pas que c'est la bonne solution spécialement. C'est la bonne solution pour des petits clusters, ça c'est sûr. C'est pas forcément la bonne solution pour les très très gros clusters. En fait, la quatrième catégorie, je vous ai montré lors d'une slide en disant entre 100 000 et au-delà, c'est pas forcément la bonne solution pour ça. Peut-être qu'on va trouver autre chose en termes de hiérarchie, en termes d'organisation des nœuds et de topologie. Mais pour les très petits clusters, à mon avis, c'est ce qui fait le plus de sens pour éviter à tout le monde de se gratter la tête quand il y a les managers qui tombent ou quand il y a des problèmes sur les latences et sur les partitions. Merci beaucoup Alexandre pour ce super talk.